Voilà, voilà. Bonjour, septième moment du cours, de ce long cours. Cette petite vidéo sera ici l'occasion d'achever la présentation du platonisme. Tout cela cela me semble nécessaire pour revenir au Gorgias. Le voici, la manière dont Socrate va critiquer d'une manière très virulente la thèse de Calliclès, le sophiste, sur les désirs. Mais avant cela, donc, c'est le dernier moment de ce passage en revue de cette pensée qu'est le platonisme, et nous en étions restés à la réminiscence. La réminiscence tient en une seule formule. La voici: apprendre, c'est se ressouvenir. Une formule étrange, étonnante. Apprendre, c'est se ressouvenir. Que signifie-t-elle? Cette formule est celle qui définit au mieux ce qu'est la réminiscence. Dans le Phédon, voici la dernière traduction en date du Phédon en français. Dans le Phédon, Socrate expose une dernière fois à ses disciples, avant de boire la ciguë, il va la boire dans ce poison dans la soirée. Donc Socrate expose une dernière fois à ses disciples sa théorie de la réminiscence. La voici. Dans un temps antérieur à notre vie terrestre, je cite, notre âme existait avant toute notre naissance. Et lors de son existence sans corps, l'âme a pu connaître tout ce qu'elle devait apprendre. Ce tout, cette totalité, c'est l'ensemble des idées que Platon nomme également réalité. Alors là, c'est important, cette distinction. Il faut bien comprendre chez Platon que ce qu'il y a de réel, la réalité, n'est pas la réalité du monde sensible, celle que nous connaissons, mais la réalité des idées. Pourquoi? Une forme intelligible pour Platon est ce qu'il y a de plus réel. Une réalité éternelle, beaucoup plus constante et réelle que la réalité des phénomènes éphémères. Dans ce passage du Phédon, donc, Platon, par l'intermédiaire de Socrate, expose précisément à son élève Simmias en quoi consiste la réminiscence et le principe qui la rend possible, c'est-à-dire l'oubli. Je cite donc le Phédon, Socrate s'adressant à Simmias, un de ses élèves. Il en résulte qu'il est nécessaire, d'abord, que nous soyons entrés en possession des savoirs portant sur chacune de ces réalités avant de naître. Ensuite, que nous naissions toujours avec ces savoirs et que nous les conservions tout au long de notre vie. Ce que nous appelons oubli, Simmias, c'est bien la perte d'un savoir. Sans aucun doute, Socrate, dit-il. Mais supposons que, ayant acquis ces savoirs avant de naître, nous les ayons perdus en naissant. Par la suite, lorsque nous usons de nos sens pour percevoir des choses qui en relèvent, nous reprenons à nouveau possession des savoirs que nous avions antérieurement à un certain moment. Dès lors, ce que nous nommons apprendre ne serait-ce pas reprendre possession d'une science qui nous est propre? Et comme nous disons que c'est là une sorte de ressouvenir, n'employons-nous pas le mot correct? Tout à fait, dit Simmias. Ce passage est dans le Phédon, de la page 75D à 75C, selon la pagination originelle de Platon. La réminiscence étant définie, toute connaissance, c'est finalement, encore une fois, c'est se ressouvenir. Il reste à démontrer son efficacité, l'efficacité de la réminiscence par une preuve. La preuve de la réminiscence existe, elle réside dans l'exercice de la maïeutique, laquelle, voici une première définition, la maïeutique est l'art de faire accoucher les âmes d'un savoir qui se trouve en elles, mais dont elles ignorent qu'elles le possèdent. Ainsi, lorsque Socrate interroge comme il faut un interlocuteur a priori ignorant mais désireux d'apprendre, ce dernier, par le simple fait de donner des réponses correctes, découvre par lui-même le savoir qui était en jeu, un savoir
qu'il avait oublié posséder à la naissance. Tel est le cas dans le Ménon. Là, ça c'est un recueil de plus petits dialogues de Platon. Le Ménon est là. Dans le Ménon, que se passe-t-il? Socrate interroge un esclave inculte qui a pour seul acquis le fait de parler grec. Et Socrate parvient à lui faire résoudre, par le simple jeu de questions-réponses, le problème géométrique de la duplication d'un carré, afin d'obtenir un nouveau carré dont la surface est double que le premier. Lors de cette maïotique, l'âme de l'esclave voit et trouve par elle-même la solution au problème, laquelle consiste à découvrir ce qu'est la diagonale d'un carré. Découvrir. Avec cet exercice réussi, Socrate a démontré à son hôte, Ménon, non seulement l'efficacité de la maïotique, mais aussi la preuve de la réminiscence. Je cite, « Tu vois, Ménon, que je ne lui enseigne rien à cet esclave, et que je ne fais que le questionner. Acquérir un savoir revient toujours à le faire advenir à nouveau en notre âme, laquelle l'avait découvert avant son incorporation. La maïotique dévoile ainsi une évidence avec toute sa force. À notre naissance, lorsque l'âme qui participe à l'idée de vie vient s'unir à un corps, elle a oublié tout son savoir antérieur, à commencer par l'oubli de sa capacité à atteindre et découvrir les idées du monde intelligible. Afin d'expliquer cet oubli, Platon évoque à plusieurs reprises des mythes selon lesquels toute âme, juste avant d'être incorporée, a bu l'eau du Léthé, le fleuve de l'oubli. Dans une note où est-elle du Phédon, Monique Dixot, la traductrice et philosophe, dresse un bilan quant au statut de l'oubli dans le platonisme. Je cite, « Il y a finalement chez Platon deux sortes d'oubli. » Et on peut traduire l'oubli par Léthé, qui est, encore une fois dans la mythologie grecque, le fleuve de l'oubli, qui fait que lorsque l'on boit l'eau de ce fleuve, ou bien précisément, on oublie tout. Il y a donc deux espèces d'oubli. La première est pensée, dit Dixot, selon le modèle d'un seau, S-C-E-A-U, s'imprimant sur une tablette de cire. Ça, cette analogie se trouve dans le Théétète. Comme une incapacité à recevoir l'empreinte de la sensation comme un effacement de cette empreinte. L'empreinte peut être soit déformée, soit illisible, soit brouillée. Nous reconnaissons par cette métaphore donc ici une conception plutôt classique de l'oubli, un effacement, un trou de la mémoire. En revanche, la seconde forme de l'oubli n'appartient qu'à Platon. Je cite à nouveau Monique Dixot, mais il existe une seconde forme d'oubli et qui consiste en la perte d'un savoir. Perte signifie que l'âme a perdu un savoir qu'elle devrait savoir, qui est sien, et qu'elle doit faire l'effort de ressaisir. C'est la perte du savoir concernant le mode d'être de ce qui est à savoir. Cette seconde forme d'oubli, sans laquelle le système platonicien s'écroulerait, s'est avérée décisive pour le développement de la culture, celle que nous a léguée Platon, celle que la pensée chrétienne a divulguée durant des siècles. Que l'oubli soit au fondement d'une si importante culture, voici un fait que la culture contemporaine, la nôtre, a néanmoins tendance à oublier. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai donc, où est-il au Gorgias, je reviendrai pleinement au cours sur le désir. Voilà, à très bientôt. Là, je n'oublie pas de sortir du côté fenêtre.